Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre histoire qui s'est passée en Californie, aussi dans les années 80. Ça fait comme deux de suite, là. On est vraiment dans le thème États-Unis typique américain. Cette histoire est vraiment intéressante. Moi, je l'ai connue sur BuzzFeed Unsolved. Ça fait quand même longtemps que je l'ai vue, puis souvent, j'ai pas l'habitude de revoir des vidéos sur des sujets que je vais parler, que mettons... d'autres youtubeurs ont fait parce que je veux pas m'en inspirer inconsciemment, mais je l'ai vu cette vidéo-là, ça fait quand même, comme je dis, environ un an. C'est un sujet vraiment intéressant, c'est un meurtre irrésolu, super mystérieux également. Aussi, je veux juste vous dire, tu sais, je mets tout le temps une chanson de comme 30 secondes à la fin de mes vidéos. J'aime vraiment ça faire ça, puis je pense que vous aimez ça aussi. Et ça fait comme 2 fois que je me fais enlever les chansons pour droit d'auteur. Ben dans ce temps-là, ma vidéo fait comme pas d'argent, donc j'enlève tout simplement la chanson. Ça fait 2 fois là, que je me fais avertir. Pourtant, ça fait plus de 2 ans que je fais ça. Je sais pas pourquoi, là, je vais réessayer une autre fois, mais sinon je pense que je vais devoir enlever les chansons à la fin. Allez vous chercher un petit café, un snack et restez là. Avant de commencer dans l'histoire, je vais vous parler des personnes concernées. On commence avec la mère Sue Sharp, qui a 36 ans, et elle a 5 enfants. Donc Greg, qui est le plus jeune, de 5 ans, Ricky, de 10 ans, Tina, de 12 ans, Sheila, de 14 ans, et John, le plus vieux, a 15 ans. Donc toute la famille venait juste de déménager de Quincy, en Californie. Ils se sont rendus à Keddie. Ils ont décidé d'emménager dans une cabane de type chalet, au Keddie Resort. Il habitait dans la cabine 28. Donc nous sommes le 11 avril 1981. Sue, la mère, a passé toute la journée à la maison. Et ses 2 plus jeunes, Greg et Ricky, ont passé la journée également à l'intérieur à jouer avec leur petit voisin de la cabine numéro 26, qui avait 12 ans. Il s'appelait Justin. Et Justin, en fait, le petit gars de 12 ans aussi, avait eu la permission de ses parents de rester dormir dans la cabine de Sue Sharp pour qu'il fasse un party pyjama avec ses amis. C'était vraiment une journée relax là, à la maison. Les 3 petits garçons jouent ensemble. La mère a fait ses affaires. Tina, de 12 ans, avait passé la soirée chez ses voisins, la cabine numéro 27. Il y avait des enfants de son âge. Et elle était rentrée vers 10h chez elle. John, de 15 ans, lui, a décidé de passer la journée dans son ancienne ville, à Quincy. Il est allé visiter son meilleur ami, Dana, de 15 ans. Dana et John sont rentrés plus tard dans la soirée et sont allés directement au sous-sol pour passer la soirée ensemble. Et finalement, Sheila, de 14 ans, elle a passé la soirée chez ses amis. Donc, elle n'était pas à la maison. Comme vous voyez, à 5 enfants, il y en a un chez un ami, l'autre qui arrive plus tard, c'est normal. Le lendemain matin, à 7h45 AM, Sheila, de 14 ans, rentre à la maison. Le premier truc qui l'a marqué, ça a été l'odeur. Elle a ouvert la porte, elle dit, ça l'a senti vraiment mauvais. Ça l'a frappé, l'odeur de sa maison. Elle est entrée dans la maison et la première chose qu'elle a vue, c'est son frère John, qui était couché, attaché, et il y avait du sang séché sur son visage et dans son cou. À côté du corps de John, il y avait également un garçon attaché face contre le sol. Les 2 garçons étaient attachés ensemble par les pieds. C'était John et son amie Dana. Sheila a ensuite vu une couverture blanche et la couverture semblait recouvrir un corps. Donc là, elle a comme réalisé qu'est-ce qui se passait. Elle a eu peur et elle est partie en courant. Elle est partie appeler le shérif, qui s'est tout de suite présenté sur les lieux du crime. Sous la couverture, il y avait malheureusement la mère de Sheila, Sue, qui était morte également. On avait recouvert son corps. Et les 3 petits garçons, Greg, Ricky et leur ami Justin, étaient encore dans la chambre vivants. Ils étaient tout simplement endormis. Et on n'a jamais retrouvé le corps de Tina. Donc là, l'enquête a commencé. D'entrée de jeu, l'enquête était super mal faite. Il y a plein d'erreurs qui ont été commises, qui ont nui à la chance de retrouver les meurtriers. Le ou les meurtriers. Par exemple, la scène de crime était mal sécurisée, donc beaucoup d'indices ont été contaminés, si on veut. Aussi, ça a été long avant qu'on réalise que Tina était disparue, était tout simplement pas là. Il y avait Justin, le petit garçon, qui arrêtait pas de dire qu'il manquait une fille, qu'il manquait Tina, qu'elle était pas là. Et les policiers ignoraient complètement Justin qui disait qu'il manquait Tina. Et donc, ça a pris du temps qu'ils réalisent « Hey, il y a une fille de 12 ans qui manque, là, il y a un problème. » But there was more. Glenna's daughter Tina was also missing.
She's a girl of 12 years of age with shoulder-length hair. It's dark blonde in color, and she has light blue eyes. We're trying to locate Tina. We believe that she's an integral part of this, and that she may be the clue that we're looking for. Ensuite, on a regardé Sue, Dana et John ont été attachés avec des câbles électriques et sécurisés avec du scotch tape médical. Ils ont été poignardés, frappés avec une matraque et étranglés à mort. Et on a vu aussi qu'ils ont été frappés avec 2 sortes de couteaux différents, donc ça c'est un indice assez important. La mère Sue était en robe de chambre. On a vu que ses sous-vêtements manquaient et avaient été placés dans sa bouche avec une boule de scotch tape également. Il y avait énormément de sang dans le salon, mais pas ailleurs. Il y avait seulement quelques gouttes de sang dans le lit de Tina. On a retrouvé des marques de couteaux sur le mur, les couteaux qui avaient été utilisés, donc il y avait comme des scratchs sur le mur. Et il y avait une empreinte de souliers ensanglantés dans le jardin. On a retrouvé un couteau de table, un couteau de boucher et un marteau ensanglanté. Et on a aussi retrouvé un couteau avec du sang dessus dans le magasin général de Kelly, dans la poubelle arrière. Donc le tueur est probablement passé par là. Bien sûr, on a interrogé tous les voisins, tout le monde qui était de près ou de loin à la famille Sharp, les voisins et tout. Puis étrangement, les 3 garçons étaient endormis dans la chambre pendant que le reste de leur famille se faisait tuer, là. Ça, je trouve ça vraiment fou qu'ils aient rien... Eux, ils disent qu'ils n'ont rien entendu. C'est sûr que c'est des jeunes garçons, fait que je pense pas qu'ils disent des mensonges, mais ça, c'est vraiment bizarre. C'est surtout bizarre parce qu'à 1h30 du matin, il y a une voisine qui a entendu comme des cris étouffés, comme des cris là, quand on met la main sur la bouche. C'était tellement dérangeant que le couple est sorti à l'extérieur de leur cabine pour voir d'où venait le bruit. Ils n'ont jamais trouvé c'était de où ça venait le son, parce que ça revenait et ça arrêtait, donc ils sont tout simplement allés se coucher, malheureusement. S'ils avaient été plus proactifs, peut-être qu'ils auraient pu sauver la famille Sharp. Donc on peut dire que c'est assez bizarre que les 3 enfants ils ont rien entendu, mais le couple d'à côté, oui. Ce qui est bizarre aussi, pourquoi les 3 garçons n'ont pas été attaqués eux. T'sais, c'était des tueurs qui voulaient tuer toute la famille. Pourquoi les 3 garçons ont été épargnés? Surtout que Tina, si elle est comme portée disparue, on pense qu'elle a également été tuée. Bon, Tina, elle avait 12 ans. Les 3 garçons avaient 10 ans, 12 ans. Fait que c'est pas parce qu'ils disent « Ah, on va pas tuer d'enfants ». Parce que John et Dana avaient 15 ans, Tina, elle avait 12 ans. Fait que ça a comme pas vraiment de sens. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qui a fait ces meurtres? Donc comme je vous ai dit, on a interrogé tout le monde. On a interrogé le beau-père de Justin. Justin, c'est l'ami de Greg et Ricky. Son beau-père avait comme un suspect en tête. Selon lui, il y a un homme qui est assez intéressant qui s'appelle Severin John Boubedé, qui est surnommé Beau. Et ce fameux Beau, il restait chez les parents de Justin temporairement, chez les Smart. En fait, les parents de Justin, c'est les Smart. Et Beau restait là temporairement. Parce qu'en fait, le beau-père de Justin, nommé Martin, lui, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il recevait comme un traitement là, chez le psychiatre à cause d'un PTSD, donc syndrome post-traumatique. Et c'est là qu'il a rencontré Beau, qui était également un vétéran. Et je pense qu'il a comme offert de l'aider en disant « Tu peux venir dormir chez nous quelques jours ». Fait que c'était comme un inconnu un peu pour tout le monde, là, le fameux Beau. Donc le soir du 11 avril, le couple Smart et Beau sont sortis dans un bar où Martin, le beau-père, était chef cuisinier, mais là, c'était sa journée de congé. Fait qu'ils ont décidé d'aller prendre des bières à ce bar-là. Et en chemin, ils se sont arrêtés chez Sue pour lui demander si elle voulait les accompagner pour prendre un verre. Elle a refusé et ils sont quand même allés au bar. Rendus au bar, la musique était pas au goût du couple Smart. Ils se sont plaints au manager, au gérant. Et bon, il n'y a rien qui a changé, la musique est restée pareille. Donc, ils ont dit, on s'en va, et ils sont retournés à la cabine. Et c'est là que tout ça est vraiment bizarre. Rendue à la maison, la mère de Justin regardait la télévision et est allée se coucher par après. Son mari, Martin, lui, a encore appelé le manager encore pour se plaindre. Vraiment bizarre, là, tu sais, reviens-en la musique, là. Et ensuite, lui et Beau, ils ont quand même décidé de retourner au bar dans la soirée. Donc ça, c'est l'alibi de Martin. Et qu'est-ce qui est bizarre aussi dans cette histoire-là, c'est que quelques jours après les meurtres, la mère de Justin, qui s'appelle Marilyn, je l'ai pas encore dit, Marilyn Smart, et Martin, le beau-père de Justin, se sont séparés. Vraiment là, juste quelques jours après les meurtres, parce que elle a dit « Ah, il était violent, il était abusif, c'est pourquoi j'ai voulu me séparer ».
Mais pourquoi, là? C'était vraiment 2-3 jours après les meurtres. Est-ce qu'elle avait des doutes envers son mari? En plus, il y a un autre détail vraiment bizarre. Il paraît que le lendemain des meurtres, Marilyn s'est réveillée et son mari, Martin, est en train de brûler quelque chose dans le foyer. Tu sais, tu te lèves, là, il était vraiment genre 5h, 6h du matin, puis ton mari est en train de brûler de quoi dans le foyer, tu te dis, genre c'est quoi la nécessité? Surtout que c'est au mois d'avril, il fait pas si froid. Là. Martin et Beau se sont soumis au polygraphe et les policiers les ont rapidement mis de côté. Ils ont dit, c'est sûr que c'est pas eux qui l'ont fait. J'imagine qu'ils ont réussi le test du polygraphe, donc ils ont vraiment été oubliés. Mais tu sais, c'est vraiment bizarre parce que les deux hommes ont menti sur plein de trucs que les policiers auraient dû vérifier. Fait que c'est vraiment... il aurait pas dû les écarter aussi rapidement comme suspect, selon moi. Par exemple, Beau, lui, il a dit qu'il avait travaillé 18 ans comme policier à Chicago, ce qui est complètement faux. Ça, il a inventé ça. Ensuite, il a dit qu'il avait passé une durée de temps à Kelly. C'est pas vrai. Il a comme rajouté 2 semaines à cette durée de temps-là. Fait qu'il a menti. Il a dit, ouais, j'ai été 2 semaines de plus. Puis c'est comme trompé. Mais tu sais, pourquoi? Il a dit que Marilyn, la femme de Martin, c'était sa nièce, à Beau. Aucun rapport, là, il n'y a aucun lien de parenté, ils se connaissent à peine. Ensuite, Beau, il a dit que quand lui et Martin sont rentrés du bar dans la nuit, Marilyn était réveillée. Elle a dit non, c'est faux, je dormais, fait que je m'en suis même pas rendu compte quand ils sont rentrés du bar. Donc c'est des petits mensonges, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais les policiers ont mal fait leur travail parce que ces mensonges-là n'ont pas été vérifiés. Mais là, plus l'enquête avançait, plus le petit Justin, l'ami de la famille, changeait ses faits. Première entrevue, lui avait dit qu'il dormait tout le long, il avait rien entendu. Deuxième entrevue, il dit qu'il avait fait un rêve étrange. Je vais vous le lire parce que je suis pas capable comme de l'apprendre par cœur. Il a dit qu'il avait rêvé qu'il était sur un bateau, que John, le fils de 15 ans, et son amie Dana se battaient avec un homme aux cheveux longs, noirs. Il avait une moustache et des lunettes noires également. L'homme avait un marteau. Fait qu'on se rappelle que c'est un rêve, là, mais quand même. L'homme a jeté John par-dessus bord et ensuite il a jeté Dana qui était super sous. Là, Justin aussi, il a continué à décrire, il a dit qu'il avait vu un corps couvert d'un drap et qu'il avait regardé sous le drap et il y avait le corps de Sue avec un couteau planté dans sa poitrine. Et en effet, c'est bien vrai que Sue, elle avait une blessure à la poitrine. Donc lui, il dit que c'est un rêve qu'il a fait, puis c'est vrai que durant la nuit, des fois, tu te réveilles puis tu sais pas vraiment ce qui est la réalité ou si c'est un rêve. Fait que je pense que c'est réellement ce qu'il a vu. Peut-être qu'il était vraiment endormi, il a comme imaginé un bateau. Mais c'est vraiment étrange. On a soumis le petit Justin au détecteur de mensonges pour voir là, c'était quoi sa vraie version. Durant le test, il a admis avoir vu les meurtres. Il croit. Il dit qu'il a entendu des bruits durant la nuit, il s'est réveillé et puis il a vu Sue couchée sur un divan. Et il y avait 2 hommes au-dessus d'elle. Il a décrit l'un des hommes avec des lunettes noires et l'autre homme avec les cheveux bruns et des bottes d'armée. Je vous rappelle que Beau et Martin, c'est tous les deux des vétérans. Mais les bottes d'armée, c'est un style assez récurrent dans ce temps-là. Mais ensuite, il dit qu'il a vu John et Dana rentrer dans la pièce et commencer à se battre avec les 2 hommes qui étaient là. Dana aurait frappé l'un des hommes, il aurait essayé de s'enfuir et l'homme l'aurait rattrapé et lui aurait poignardé avec un couteau. Ensuite, John se serait fait attaquer par l'autre homme et Sue aurait essayé de secourir son fils. C'est pourquoi elle aurait été attaquée également. Ça me semble être un récit très très détaillé pour un petit garçon qui n'a pas vu les meurtres ou qui croit les avoir vus. Donc d'après moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Justin était comme caché derrière une porte, puis il a dit aussi avoir vu les 2 hommes attacher John et Dana ensemble. Il a ensuite vu la petite Tina de 12 ans se lever avec une couverture pour demander ce qui se passait. Les 2 hommes auraient pris la petite Tina et l'auraient amenée par la porte arrière. Et Justin dit avoir vu les hommes assez longtemps pour pouvoir faire un portrait robot de ceux-ci. Les voici. Là, c'est en avril. En juin, on a interviewé un homme qui habitait près de la cabine 28. Et il est déménagé avant les meurtres, fait que c'est même pas un suspect, mais il dit que quelques semaines avant les meurtres, Sue s'était disputée assez violemment avec un autre homme. Pendant 30 minutes, là, il gueulait puis il s'insultait. Donc, est-ce que cet homme est un suspect? 3 ans après, en 1984, on a retrouvé le crâne de la petite Tina à environ 50 km de Keddie. Aussi, on a retrouvé ses ossements un peu plus loin. Donc, on pense que Tina elle aurait été amenée avec les 2 hommes et finalement, il l'aurait tué en cours de chemin, il l'aurait laissé là.
D'ailleurs, on a su rapidement que c'était Tina parce que les policiers ont reçu un appel anonyme qui disait que la personne avait retrouvé les ossements de Tina Sharp. Mais c'était des os. Donc comment la personne, en voyant des ossements sur le sol, a su que c'était Tina Sharp? Donc la personne qui a appelé, on pense que c'était le tueur. Et c'est pour ça que ça a été très rapide de les identifier. Martin Smart est mort en 2000 et il paraît qu'il aurait confessé à son thérapeute avoir tué Sue Sharp parce que Sue était amie avec Marilyn, sa femme, là, son ex-femme, et Sue essayait comme de convaincre Marilyn de laisser Martin. À plusieurs reprises, elle disait « laisse-le, il est violent avec toi », puis elle essayait comme de la convaincre, et ça, Martin, il aimait pas ça. C'est pourquoi il aurait tué Sue. Et il aurait réussi le polygraphe parce qu'il était ami avec le policier à l'époque. Donc, c'est vraiment sûr que c'est lui, selon moi, même si ça n'a pas été résolu à 100%, c'est à peu près sûr que c'est lui. En 2004, on a détruit la cabane, la fameuse cabane numéro 28, donc il n'y a pas vraiment moyen d'y retourner ou quoi que ce soit. En plus, il y a 2 ans, en 2016, donc ça fait vraiment pas longtemps, on a retrouvé un marteau qui va avec la description du marteau qui appartenait à Martin Smart. Il paraît que genre 2-3 jours avant les meurtres, Martin s'était plaint que son marteau avait disparu et c'est ce fameux marteau qui va avec la description qu'on a retrouvé. Donc, mais pourquoi Martin se serait plaint que son couteau était disparu si c'était vraiment l'arme du crime? En tout cas, je sais pas. Aussi, on a retrouvé une lettre écrite par Martin qui était adressée à sa femme Marilyn, mais elle n'a jamais été envoyée. Ça disait « J'ai payé le prix de ton amour et maintenant je l'ai acheté avec la vie de 4 personnes. Tu me dis qu'on est terminé. Super, que veux-tu de plus? » Ça ressemble pas mal à un aveu pour moi. Donc c'est à peu près sûr que c'est Beau et Martin. C'était vraiment les seuls suspects pour la police, mais à cause des erreurs des policiers, à cause de la corruption, à cause des contacts, on n'a jamais pu les accuser correctement. Les 2 hommes sont morts alors qu'il est malheureusement, donc je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à faire à ce propos, mais comme c'est sûr que c'est eux, mais ça reste quand même un meurtre irrésolu des plus, pas tant mystérieux, mais des plus tragiques, des plus horribles selon moi. Donc c'est tout pour cette histoire. Si vous avez aimé ce type de vidéo, laissez-moi un thumbs up. Sinon, on se revoit mercredi pour un Chit Chalten. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.